Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz, dont le mandat expiré le 23 juin, est autorisé à rester à la tête du pays. Cependant, selon la décision du sommet de la CEDEAO, c'est le Premier ministre Aristide Gomes qui sera chargé de gérer les affaires courantes jusqu'aux élections de novembre 2019. L'autonomisation effective des femmes et des filles reste un défi majeur en Afrique. Seulement une fille sur 5 termine son cursus scolaire sur le continent. En marge de son 33e sommet à Niamey, la Commission de l'Union africaine a réuni les partenaires au développement dans la capitale nigérienne pour discuter de cette problématique. Et puis le FMI octroie 22 millions de dollars au Bénin pour appuyer son programme de réforme économique et financière. Financement qui entre dans le cadre de l'accord triennal de la facilité élargie de crédit signé entre les deux parties. Malgré l'expiration de son mandat depuis le 23 juin, le président bissau-guinéen José Mario Vaz est toujours à la tête du pays. Cependant, les pouvoirs du chef de l'État sont désormais limités. Il laissera la conduite des affaires au gouvernement qui doit être constitué jusqu'à la tenue d'une présidentielle en novembre 2019, d'après la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique en Guinée-Bissau. Marcel Farba Maroun. Après l'adoption par l'Assemblée nationale, jeudi 27 juin 2019, d'une résolution autorisant le président du Parlement bissau-guinéen Cipriano Kassama à assurer l'intérim du président José Mario Vaz, la CEDEAO en a décidé autrement. Réunie à Abuja, la médiatrice dans la crise politique en Guinée-Bissau a pris la décision de confier les affaires courantes au Premier ministre Aristide Gomes. Rappelons que le mandat du chef de l'État a expiré depuis le 23 juin 2019. Le Premier ministre Aristide Gomes s'attellera instamment à la mise en place d'un gouvernement au plus tard le 15 juillet 2019 et s'engagera dans les préparatifs de l'élection présidentielle. En outre, un nouveau ministre de la Justice sera nommé sur la base d'un consensus entre le gouvernement et la majorité avant le 3 juillet. Aristide Gomes avait été nommé Premier ministre mi-avril 2018 afin de mettre définitivement fin à la crise politique qui avait débuté en 2015. Plus d'un an après et une reconduction dans sa fonction, les tensions demeurent toujours. Samedi 29 juin, le procureur général de Guinée-Bissau avait ordonné l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, et de Khalifa Seydi, chef du groupe parlementaire du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, pour tentative de subversion de l'ordre constitutionnel. Il faudrait repenser le dispositif constitutionnel, repenser le rapport entre les institutions en Guinée-Bissau. Pour ce qui est de la CEDEAO, je pense que se contenter simplement d'un document publié à l'issue du sommet de la CEDEAO, ne pas créer les conditions de l'application des décisions issues du sommet, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Depuis la période qui a suivi les élections législatives de mars 2019, la Guinée-Bissau est de nouveau confrontée à une crise politique. Le président Vaz avait alors refusé de nommer au poste de Premier ministre le chef du PAIGC, majoritaire après le scrutin, Domingos Simoes Pereira. Niamey, la capitale nigérienne, abrite une rencontre sur la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles en marge du 33e sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 4 au 8 juillet prochain. Objectif de cette rencontre, créer un cadre de réflexion sur l'autonomisation effective de la femme et de la fille et mettre en place une plateforme pour débattre des défis auxquels font face ces dernières sur le plan social, scolaire, professionnel et économique. Reportage de notre correspondant Adoualizi Mokhtar. D'après un constat établi par le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, seulement une fille sur 5 termine son cursus scolaire en Afrique. Préoccupé par cette situation, le département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine a réuni les partenaires au développement à Niamey, la capitale nigérienne, afin de trouver des solutions clés pour garantir l'autonomisation effective des femmes et des filles dans toute l'Afrique. Il est important d'avoir cette réunion conjointe avec tous les départements où nous avons des personnes d'horizons divers pour parler de quelles sont les stratégies à mettre en commun, parce que nous ne pouvons pas travailler tout seuls, nous ne pouvons pas travailler chacun dans son coin. Il est important d'harmoniser nos efforts. Promotion de l'autonomisation des filles et des femmes pour le développement durable. Tel est le thème de cette rencontre. Les participants partageront les meilleures pratiques pour l'amélioration des moyens d'existence des femmes et des filles. Avoir un cadre pour pouvoir échanger avec les élus, avec les ministères et les autorités, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir nous faire entendre par rapport à cette thématique et aussi de pouvoir faire des recommandations quant au maintien de la jeune fille
en cours de scolarité et aussi quant à l'épanouissement des jeunes femmes que nous sommes. L'émancipation des filles et des femmes figure parmi les priorités de l'Union africaine. Il est attendu de cette rencontre l'adoption d'une déclaration dite appel de Niamey pour une autonomisation accélérée de la femme et des filles. Le Nigeria veut réduire sa dépendance au pétrole et tente d'augmenter ses revenus pour financer les méga-projets d'infrastructures prévus au cours des prochaines années. Pour ce faire, l'État fédéral va augmenter sa TVA de 5 à 7,5% d'ici 2020. Ce plan pourrait également aboutir à des émissions d'obligations et emprunts auprès d'institutions. Les précisions d'Ameneji. C'est une augmentation, quoique légère, qui risque de susciter bien de discussions au Nigeria. Selon le ministère des Finances, la taxe sur la valeur ajoutée passera de 5% à 7,5% d'ici 2020. La mesure qui vise l'augmentation des revenus de l'État fédéral nigérian jusqu'à un minimum de 65% en 2019, de sorte qu'au cours des 3 prochaines années, le pays atteigne 80 à 85% de ses objectifs économiques. La majeure partie des pays africains avaient une croissance économique vulnérable, lié notamment à des chocs exogènes liés au coût des matières premières et du pétrole. Le Fonds monétaire international avait recommandé que beaucoup d'États africains essaient de renforcer notamment leur assiette fiscale en mettant une bonne politique de recouvrement. Avec une économie concentrée sur l'exploitation pétrolière, le Nigeria compte accroître ses recettes fiscales en misant sur la réalisation de projets d'infrastructure. Cette volonté pourrait conduire les acteurs financiers du pays à l'émission de nouvelles obligations pour la mobilisation des fonds nécessaires. La TVA constitue près de 20 à 30% des recettes fiscales des États africains. Malheureusement, l'absence de traçabilité, l'absence de factures normalisées et parfois la chaîne de corruption liée notamment aux transactions commerciales constituent autant d'obstacles qui font que beaucoup d'États n'arrivent pas à recouvrer la TVA comme il faut. Selon les statistiques, le produit intérieur brut du pays a affiché une hausse de 1,81% au 3e trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017. L'économie nigériane avait déjà enregistré une croissance de 1,50% au 2e trimestre 2018 de 1,95% durant le premier trimestre. Le Bénin va bénéficier d'une subvention de plus de 20 millions de dollars américains du Fonds monétaire international. Ces fonds visent à appuyer le programme de réforme économique, l'amélioration du niveau de vie des citoyens et la préservation de la stabilité macroéconomique du pays. Les détails avec Philomentine. Un nouveau décaissement d'un montant de 22 millions de dollars américains sera alloué au Bénin dans le but d'appuyer le programme de réforme économique et financière du pays. Ce financement, octroyé par le Fonds monétaire international, entre dans le cadre de l'accord triennal de la facilité élargie de crédit approuvé en avril 2017. Les 22 milliards qui ont été accordés, moi je considère cet accord-là comme une récompense à la bonne mise en œuvre des réformes du président. Ça prouve que au moins certaines institutions internationales continuent d'apprécier à leur juste valeur les actions que mènent des gouvernements africains. Afin d'assurer la viabilité de la dette du pays, le déficit budgétaire devrait ainsi être ramené de 4% du produit intérieur brut en 2018 à 3% en 2019 selon le FMI. Les recettes devraient continuer d'augmenter après 2019. L'institution monétaire suggère aux autorités béninoises la création d'un espace budgétaire pour les dépenses sociales et de ne pas réduire davantage l'investissement public. Donc, le climat des affaires va s'améliorer. Nous avons bon espoir que d'autres organisations internationales, d'autres bailleurs de fonds suivront les pas du Fonds monétaire international. Je crois que le climat des affaires va réellement s'améliorer dans un pays qui en a grand besoin. Le programme appuyé par le FMI a pour objectif de s'attaquer aux besoins prolongés de financement de la balance des paiements du Bénin. Afin de promouvoir une croissance vigoureuse et inclusive au Bénin, le FMI préconise l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie et l'investissement dans le capital humain. Alors que de plus en plus d'immeubles commerciaux se dressent au-dessus de la capitale rwandaise Kigali, de nouvelles recherches montrent que nombre d'entre eux, en particulier ceux du quartier central des affaires, n'ont pas de clients. L'étude publiée par l'Institut d'analyse des politiques et de recherche le 19 juin a révélé une tendance à la baisse du taux d'occupation depuis 2012 pour les immeubles commerciaux. 15% de ces espaces seraient inoccupés, une situation à ne pas négliger selon de nombreux économistes. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga.
En janvier 2017, la mairie de la ville de Kigali a lancé une directive selon laquelle toute activité commerciale et tous les bureaux devraient quitter les maisons de résidence pour les immeubles conçus pour ce genre d'activité. Selon une étude réalisée par l'Institut rwandais d'analyse des politiques et de recherche, suite à cette directive, le taux d'occupation des immeubles commerciaux est passé de 70% à 90%. 2 ans après, le taux d'occupation est retombé à 70%. Moi, je pense que le taux d'occupation de ces espaces ne dépasse même pas 60%. Et je ne suis pas contre la construction de plus d'immeubles commerciaux, car au lieu de manquer d'espace, je préférerais en avoir trop. Toutefois, il faut faire attention aux conséquences sur l'économie en général suite à l'accumulation des prêts improductifs par le secteur privé. En général, l'étude a montré que le loyer à Kigali était cher en raison des taux d'intérêt élevés imposés par les banques commerciales aux promoteurs. Même si certains propriétaires d'immeubles commerciaux essaient de garder le moral, côté finance, les choses vont de mal en pire. Cela nous a pris plus d'énergie que prévu pour mobiliser les clients. Mais avec le temps, on pense que ça va aller. On comprend que c'est le prix à payer pour atteindre un niveau stable de développement. C'est vrai, c'est dur avec les finances et les banques aux trousses, mais on espère le meilleur. Le dernier recensement national de 2012 a révélé que la population de Kigali était estimée à 1,3 million d'habitants. En 2020, la ville comptera plus d'1,9 million d'habitants. La capitale rwandaise compte 456 immeubles commerciaux et d'autres continuent de pousser un peu partout dans les 3 districts de Kigali. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.